Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire organisé par les réseaux des urgences en région ARA. Je suis Carlos Elcouri, médecin urgentiste au Medipôle à Lyon et coordonnateur du réseau Résuval. Ça fait grand plaisir de nous retrouver. Je salue tous ceux en pyjama, aux robes de chambre et qui ont fait le choix honorable de ne pas écouter Jean Castex qui intervient à la même heure. De toute façon, vous l'aurez compris, le café traditionnel au stand de la Beauce ne sera pas pour tout de suite. Et nous avons donc ce soir l'honneur d'accueillir les deux experts qui connaissent le mieux les problématiques de la ventilation dans l'urgence. Quelques rappels pour le bon déroulement du webinaire. Vous avez été plus de 300 à vous inscrire. Il y a déjà la moitié qui sont connectés. Et donc, par conséquent, pour que ça se passe bien, vous n'aurez pas accès à la vidéo pour poser vos questions. En revanche, vous pouvez le faire en cliquant sur le questions et réponses qui s'affiche sur cette diapo-là. Évitez d'utiliser le bouton discussion qui s'appelle pour certains en fonction des versions chat ou conversation. Évitez de m'envoyer des SMS aussi pour les questions. Alors, vous pouvez les poser tout au long du webinaire et avec mon co-modérateur, nous nous chargerons de les restituer auprès de nos experts. Et puis enfin, si vous n'avez pas un grand écran, vous pouvez réduire la vignette vidéo de l'intervenant en positionnant votre curseur comme c'est illustré dans cette diapo. Soit vous augmentez la vignette, soit vous la diminuez. Alors gardez-la affichée. Par exemple, Damien tout à l'heure aura à vous montrer certaines choses. Alors sans trop tarder, je passe la main à mon co-modérateur, le professeur Guillaume Debatty de Grenoble. Oui, bonjour à tous. C'est aussi un plaisir de partager ce premier webinaire de nos réseaux. Et donc, moi, je suis Guillaume Debatty, je suis professeur de médecine d'urgence et je suis responsable du SAMU à Grenoble. Et je vais donner la parole donc à Damien Viglino, qui est aussi urgentiste à Grenoble aux urgences et au SAMU, et qui va nous parler de la préparation et la gestion de la ventilation avant intubation. Damien, c'est à toi. Oui, bonjour, merci Guillaume, merci Carlos. C'est un plaisir pour moi également. Donc, je vais vous partager tout de suite ma présentation. Et on va parler de ce qui précède l'intubation. Alors, en 20 minutes, on ne peut pas faire un topo complet sur le Covid, mais je vais essayer de parler de deux choses peut-être que vous avez entendues ou alors pas du tout. Comme ça pourra permettre de déclencher des questions éventuelles. Donc, j'ai mis Covid-19 et autres SDRA parce que finalement, la Covid qui nous pose problème pour les patients très oxygénodépendants, c'est un SDRA. Alors, ce n'est pas un SDRA comme les autres parce que c'est un SDRA qui touche une grande partie de la population à l'instant T. Donc, il va y avoir des enjeux, notamment épargner les journées de réanimation, les respirateurs et puis de la morbidité. Donc, pour moi, il y a trois enjeux avant l'intubation. C'est l'oxygénation du patient oxygéno-requérant et puis, par là même, éventuellement éviter l'intubation si c'est possible. Le risque infectieux lié aux soins de ces patients, on en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses ont été faites ou testées. Il n'y a quand même pas beaucoup de littérature. Donc, je vais proposer des petites choses éventuelles. Et puis, la préoxygénation avant l'intubation, on se focalise souvent là-dessus. Finalement, pour moi, c'est un SDRA et on réinvente un petit peu le SDRA du patient Covid en ce moment. Alors, on peut identifier trois phases, en tout cas trois stades d'évolution du Covid, avec un premier stade marqué par la réponse antivirale, qui est souvent peu symptomatique, et puis un deuxième stade qui intervient autour du 7e jour, avec un début d'oxygénorequérance. Bien sûr, tous les patients ne suivent pas exactement cette évolution, mais le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ont été contaminés les patients. À 7 jours, il y a ce qu'on appelle la tempête cytokinique qui a été quand même bien identifiée dès le départ, dès l'année dernière, en janvier-février. Et finalement, ce SDRA, il est lié pour beaucoup à la réponse inflammatoire. Il n'est pas très lésionnel au niveau du parenchyme pulmonaire, mais il y a un tropisme pulmonaire important de cellules de réponse inflammatoire qui crée en fait un SDRA à compliance conservée. Donc, c'est une petite particularité des SDRA au Covid-19. Et donc, voilà, c'est des patients qui, pendant longtemps, parce qu'ils ventilent correctement, tolèrent bien leur faible oxygénation. Donc, on a la surprise de voir des patients qui appellent le 15 ou qui débarquent aux urgences avec
des saturations assez basses, plutôt bien tolérées, et ça, on n'avait pas forcément bien l'habitude. Si on fait un petit peu d'épidémiologie sur des petites études, on voit quand même que tous les patients ne sont pas dyspnéiques au diagnostic de Covid-19. Et puis, si on regarde la mortalité par rapport à ceux qui sont dyspnéiques ou non dyspnéiques, il y a une franche différence d'évolution. Bon, c'est normal, ça ne mange pas de pain, avoir de la dyspnée, c'est un facteur de gravité. C'est beaucoup plus marqué en termes de saturation. Les patients qui se présentent avec une SpO2 inférieure à 90 sont extrêmement plus atteints que les autres en termes de mortalité, ce qui n'est pas forcément évident pour le coup, parce que la désaturation, ça peut se compenser ou ça peut se traiter. Alors, la première chose, c'est que le patient qui devient oxygénodépendant, parce que c'est un SDRA avec une réponse inflammatoire importante, et ben, on va essayer les immunomodulateurs. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur plein d'immunomodulateurs. Le plus simple et le plus étudié, c'est finalement tout ce qui est corticothérapie, et notamment la dexaméthasone. C'est normalement bien dans les habitudes. Maintenant, on utilise la dexaméthasone, parfois l'hydrocortisone ou la méthylprédnisolone. Alors, sur cette étude, une excellente étude du groupe WHO-REACT, publiée dans le JAMA assez tôt en 2020, on voit des choses déjà intéressantes. Il y a l'étude Recovery là, qui a été rajoutée dans cette méta-analyse. Il n'y a pas forcément besoin de grosses doses pour avoir une efficacité importante. On se base quand même sur les préconisations, sur le schéma de recovery avec 6 mg par jour oralement ou en intraveineux, avec des odds ratios de mortalité toute cause à 28 jours qui sont quand même très respectables, à 0,59 dans cette étude. Bon, l'hydrocortisone et la méthylprédnisolone, même si ce n'est pas des études de comparaison, font à peu près la même chose. On a l'impression qu'il y a une meilleure efficacité de la dexaméthasone, donc ça, on vient recommander plutôt d'utiliser la dexaméthasone. Sur cette étude, ce qui est intéressant de voir, c'est chez qui on a une efficacité. Et donc, si on fait des sous-groupes par rapport aux critères d'inclusion de ces études, on voit déjà que les patients dans l'étude Recovery étaient traités sans intubation, enfin des patients qui étaient oxygénodépendants avant l'intubation. Et on a quand même une efficacité à 0,86 de ratio sur la mortalité toute cause à 28 jours, ce qui est encore une fois pas mal du tout. Et si on regarde les autres études sous ventilation mécanique, on a des choses un petit peu disparates en fonction mais bon, ça va tout dans le même sens. La corticothérapie et notamment la dexaméthasone sont efficaces. Alors efficaces pourquoi ? L'effet est à relativiser. Je vous parlais d'épargne de journées de réanimation, de ventilateurs, etc. On voit sur cette étude-là, publiée dans le JAMA, sur 299 SDRA avec la dexaméthasone par rapport à pas de dexaméthasone, qu'on épargnait sur les 28 premiers jours à peu près 2-3 journées sans ventilation. Et par contre, les courbes se rejoignaient en termes de mortalité. Il n'y avait pas de différence de mortalité à 28 jours, ce qui quand même pose question. On peut se dire qu'en période de pandémie, déjà, éviter des intubations, éviter des complications de l'intubation et de la ventilation mécanique, c'est très important. Donc, c'est mon premier message. N'oubliez pas, dès que vous avez un patient oxygénodépendant, dexaméthasone. Je vais vous parler d'autre chose sur l'oxygénation. C'est des patients qui évoluent assez rapidement. Alors, les 7 premiers jours sont souvent à bas bruit. Puis quand on les reçoit, on a l'impression qu'il y en a certains qui évoluent très vite en besoin d'oxygène, d'autres qui vont rester un petit peu stables pendant plusieurs jours. Pour suivre ces besoins d'oxygène, en fait, on n'a rien fait de mieux jusqu'à maintenant que l'infirmière qui prend la saturation régulièrement et qui adapte le débit d'oxygène. C'est pas très bien parce que forcément, on ne peut pas adapter toutes les secondes le débit. Le patient bouge, fait des efforts, va de temps en temps mieux et donc on essaye en fait, on lui court après. Il existe des systèmes d'oxygénation automatisés. Il en existe un principalement qui est celui-là, fabriqué par Oxynov. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier personnel, qui tout simplement fonctionne avec un objectif de saturation et puis récupère la saturation et puis fait en sorte d'avoir un débit. Là, sur cette image, c'est 2,8 litres par minute, par exemple, d'oxygène. L'oxygène est amené par un système à haute pression.
et on peut délivrer sur un masque, sur des lunettes, l'oxygène que la machine calcule comme étant nécessaire pour arriver à l'objectif. Alors, ça a des avantages, hein. Déjà, ça s'adapte plusieurs fois par seconde et c'est géré de manière intelligente. C'est-à-dire que ça ne va pas tout d'un coup couper l'oxygène en cas de perte de signal de la SPO2. Mais surtout, dans le Covid, ça limite éventuellement les effets indésirables de l'oxygène qui sont souvent minorés avec beaucoup de stress inflammatoire. L'oxygène est pro-inflammatoire, en fait. Et on y voit bien sûr un intérêt, notamment chez les patients BPCO en exacerbation. Et puis, dans le Covid, on limite les manipulations. On n'a pas besoin de retourner vers le patient régulièrement, proche du patient, pour aller changer les débits d'oxygène. Donc, c'est un autre intérêt éventuel que j'y vois sur l'oxygénothérapie automatisée. Bien sûr, la grande question, là, ces derniers mois, ça a été aussi la place de l'oxygénation nasale haut débit, donc l'Optiflow, Ervo2, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça c'est des marques. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'Optiflow, c'est donc des lunettes nasales un petit peu étanches, un petit peu plus grosses, avec une administration d'oxygène, en fait de gaz mélangé entre l'oxygène et l'air à un débit élevé. Le débit de base qu'on utilise, c'est 60 litres minute, et le tout est réchauffé et humidifié par une cocotte. Alors, ça paraît rien, mais ça paraissait tellement intéressant et révolutionnaire pour certains qu'on a fini par intégrer ça comme un mode de ventilation. Moi, je vais tout de suite limiter ça en disant que c'est surtout un mode d'oxygénation. L'intérêt, c'est d'amener beaucoup de quantité d'oxygène, de laver l'espace mort, de permettre de ne pas avoir une réinhalation de CO2, mais aussi d'une partie d'air expiré qui aurait déjà été plus bas, enfin respirée, donc plus basse en taux d'oxygène. Donc ça permet d'atteindre presque 100% de FiO2, alors que le masque haute concentration n'est pas parfait, et on peut considérer que sous un masque haute concentration, on a entre 70 et 80% de FiO2. Pourquoi est-ce que certains ont parlé de système de ventilation? Parce qu'il y a un effet théorique de pression, un effet PEP, mais sur les études qui ont étudié ça, on voit que déjà la bouche ouverte, l'effet PEP est très limité. Ici, en rouge, c'est un masque classique. On voit qu'en moyenne, on n'a pas de PEP, on est à 0. Si on regarde bouche ouverte avec l'Optiflow ou l'Ervo2, là, c'est l'Optiflow, on est en moyenne autour de 1,5 à 2. Il faut bien prendre en compte que c'est la moyenne des courbes que vous voyez qui est intéressante, parce que quand on applique une pression expiratoire positive, on est censé être tout le temps à cette pression, à l'expiration, et pas varier. Là, ça varie beaucoup, et donc on est à des effets PEP assez modérés. Sur la bouche fermée, c'est un petit peu mieux, on est autour de 2, 2,5. Bon, c'est quand même vraiment des petites PEP. Ces études-là sont confirmées par d'autres études. Alors, on peut les regarder comme on veut, mais elles vont à peu près toutes dans le même sens. Elles vont dans le sens que on n'a pas vraiment d'augmentation de la PEP intrapulmonaire par rapport à la PEP détectée en oropharyngée, dans le nasopharynx. Les machines sont à peu près toutes équivalentes. Là, c'était la SV300 à gauche, le Ervo2 au milieu et le T75 à droite. Et puis, c'est très, très dépendant de bouche fermée ou bouche ouverte. Quand même, la plupart de nos patients en détresse respiratoire respirent à bouche ouverte, c'est normal, c'est physiologique. Si on regarde un petit peu l'évolution par rapport au débit qu'on applique, on se rend compte qu'on a une augmentation modérée des pressions, toujours cet effet PEP, mais alors vraiment, pour moi, modéré. Ça n'explique pas l'effet principal de l'Ervo2, en tout cas du haut débit nasal. Alors, bien sûr, depuis 1 an, il y a des études qui ont spécifiquement regardé ce que faisait le haut débit nasal sur la Covid-19. Cette première étude, là, publiée dans le BMC Pulmonary Medicine, sur 105 patients en rétrospectif, mais alors sans bras contrôle, qui incluait des patients clairement très oxygénodépendants, avec une SPO2 inférieure à 92% et une fréquence respiratoire élevée, qui avait au moins, sous masque haute concentration, nécessité d'avoir plus de 10 litres par minute d'oxygène. Donc ces patients-là, c'est une étude chinoise, ont été sevrés à 62% avec succès. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des patients qui auraient été intubés? Quand on voit plus de 10 litres par minute, on se dit qu'il y avait un peu de marge, peut-être qu'on pouvait aller à 15, ou optimiser la ventilation. Donc, en fait, ces études-là, elles vont vendre, entre guillemets, que
on économise 60% d'intubation. Pour moi, ce n'est pas tout à fait vrai. Il aurait fallu vraiment prendre des patients qu'on aurait intubés si on n'avait pas eu le haut débit nasal. Mais bon, ça donne une première idée chez ces patients-là de ce que ça donne. Dans cette étude, on peut voir quand même qu'ils avaient des patients avec une PaO2 sur FiO2 autour de 110, 116, 120, ce qui est clairement des patients en SDRA sur les critères de Berlin, donc très oxygénodépendants. Une autre étude, celle-ci est comparative, mais elle est ouverte et elle concerne peu de patients. C'est encore des Chinois, bien sûr. 23 patients mis en première ligne sous haut débit nasal versus 10 patients mis sous masque concentration en première ligne. Ils notent, eux, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même 10 échecs, entre guillemets, du haut débit nasal pour intolérance ou peut-être pour baisse d'oxygénation. Voilà. Et ces patients-là, ils les ont mis sous VNI, avec un taux d'intubation de 17%. Pour le groupe avec masque de concentration, un échec et 15% d'intubation quand ils avaient quand même essayé le haut débit nasal pour ces patients. Bon, la médiane d'intubation était quand même 8,4 jours après le début de cette première ligne, que ce soit le masque de concentration ou dans le groupe haut débit nasal, la médiane d'intubation était à 8,4 jours. Donc, on peut peut-être penser que si vraiment c'est des patients qui étaient intubés, on a gagné 8 jours, entre guillemets. Une troisième étude, et après je m'arrêterai là, celle-ci concernait 272 patients, tous mis sous haut débit nasal. Son but à cette étude, c'était d'essayer de déterminer quand même quels étaient les critères applicables pour prédire de l'échec du haut débit nasal. Un peu comme dans la première étude, il y avait à peu près 60% des patients qui ont été sevrés entre guillemets avec succès, donc qui n'ont pas eu besoin d'intubation. La plupart des échecs intervenaient avant la 48e heure. Donc, on peut penser que c'est des patients qui étaient de toute façon très, très oxygénodépendants et qui avaient besoin de plus de soins que du haut débit nasal. La mortalité est très, très importante. Après un échec de haut débit nasal, c'est-à-dire une intubation, la mortalité était de 45%. Et ils ont trouvé, en dehors des critères un petit peu sous-entendus habituels, que le ROX index, que je vous ai mis à gauche, qui est tout simplement une évaluation de l'oxygénodépendance avec le ratio SPO2 sur FiO2 rapporté à la fréquence ventilatoire était très prédictif du succès ou de l'échec du haut débit nasal à 3 heures, à 2 heures, 6 heures, 12 heures. Bon. On en déduit quoi? Globalement, on en déduit que les patients les plus oxygénodépendants sont ceux chez qui le haut débit nasal ne suffit pas. Donc, on enfonce des portes ouvertes, mais quand même. Mais on en déduit aussi que l'effet de l'intubation et des soins associés à la réanimation et peut-être aussi de l'effet aide et PEP chez ces patients peut potentiellement sauver 50% des plus oxygénodépendants, malgré le fait d'avoir fait une sélection préalable avec des patients sous haut débit nasal. Donc finalement, je pense que, comme dans tous les DRA ou dans toutes les détresses respiratoires aiguës, quand le masque de concentration ne suffit pas, mais qu'on a un patient qui est très oxygénodépendant et qu'on pense que peut-être on n'a pas besoin de support ventilatoire invasif, on peut essayer le haut débit nasal. Alors, tous les services d'urgence et où les SMUR n'ont pas évidemment de haut débit nasal, mais ça tend à se démocratiser un petit peu. Avant le Covid, on avait une attitude quand même, vous me direz, mais dans pas mal de centres, de dire ces patients-là, de toute façon, ne sont pas à garder aux urgences. C'est des patients de soins intensifs ou de réanimation. Oui, c'est vrai, en attendant, je ne suis pas un fervent défenseur du haut débit nasal, mais ça peut initier correctement un traitement pour ces patients-là, épargner des respirateurs aussi pour les urgences qui ont été un petit peu déplétés en respirateurs pour justement parfois aider les réanimations et les soins continus à en avoir. Pour trancher vraiment sur l'intérêt en soi du haut débit nasal, en fait, il nous faudrait des études solides qui comparent le haut débit nasal à la VNI avec une FiO2 à 100%, et l'intubation en première ligne chez des patients avec une oxygénodépendance tellement importante que sous masque de concentration à 15 litres, ça ne suffit pas. Ces études-là, elles n'existent pas pour l'instant. Il y a quelques petits cas ou des séries, mais ça ne suffit pas pour avoir un avis tranché. En attendant, comme je vous dis, on peut faire d'économie de certaines journées de réanimation, de respirateurs, de complications, éviter potentiellement des patients, des intubations à des patients un peu borderline ou pourquoi pas qui ont une contre-indication à l'intubation. Et il faut faire très attention aux patients qui arrivent avec un épuisement ventilatoire parce que de toute façon, comme il n'y a pas un support
pressionnel sérieux avec le haut débit nasal, les patients âgés, épuisés ou respiratoires chroniques. On peut penser au BPCO, mais pas que, aux patients restrictifs aussi. Le haut débit nasal doit être utilisé vraiment avec précaution. Et puis, j'en viens à la troisième méthode non invasive d'hyperoxygénation auquel on peut penser, c'est le caisson hyperbare. Alors, ça peut paraître peu sérieux parce que peu disponible et qu'on est en période de pandémie, probablement accessible que dans des zones très particulières, soit des pays riches, soit des pays qui ont des caissons hyperbares pour d'autres raisons. En attendant, il y a des petites études qui ont essayé de voir ce que ça donnait. Sans surprise, ces études montrent que faire des séances d'oxygénothérapie hyperbare améliore l'oxygénation des patients, mais c'est logique en fait, on augmente la pression partielle en oxygène, donc on permet un petit peu mieux d'oxygénation. Maintenant, on n'a pas de vrai recul en termes de nombre de patients, de devenir, de mortalité, et puis on ne peut pas s'amuser à mettre des centaines de patients dans les caissons, ça ne va pas fonctionner. Pour la petite histoire, en faisant ça, ils se sont aussi posé des questions de comment on évite les contaminations dans le caisson hyperbare, parce que leurs caissons hyperbares ne servent pas forcément qu'aux patients diagnostiqués de manière certaine Covid, et du coup, ils ont fait des petits protocoles avec une place sur deux, etc. Bon, c'est assez amusant, mais ça ne nous aide pas beaucoup dans notre pratique quotidienne. Alors, le risque infectieux, justement, ça fait une bonne transition. On en a beaucoup parlé. On a eu un petit peu la crise des masques. On sait tous depuis le départ qu'il faut utiliser des protections maximales. C'est un virus qui se transmet par voie aérienne, gouttelette et aérienne, pas que gouttelette. On a des doutes sur la contagiosité de faibles virus, ou de faibles quantités de virus ou de gouttelettes. Mais bon. Donc bien sûr, ça passe par les masques FFP2, les lunettes, mais aussi les protections que j'appellerais passives, les tentes de brancard et les autres paravents. Je suis sûr que vous avez tout ça dans votre pratique, que ce soit en préhospitalier ou en service d'urgence. Il y a aussi une chose intéressante, c'est que les pièces hospitalières, on a redécouvert qu'elles avaient des normes, et une ventilation d'une pièce hospitalière, normalement, est normée, et le renouvellement doit être de 3 à 4 par heure. Et puis, il faut se poser la question du sens du flux, parce qu'en fait, si vous regardez bien, on a peu de chambres à pression négative avec une aspiration. La plupart du temps, à l'hôpital, ce sont des flux positifs. On souffle de l'air. C'est pratique, ça sert à la climatisation et au chauffage. En attendant, ça veut dire qu'on pousse l'air potentiellement contaminé dans un sens, dans le sens de la sortie de la pièce, donc vers le couloir, vers le bureau médical éventuellement. Et parfois, la bouche de ventilation n'est pas en haut, elle fait traverser la pièce au flux. Donc, c'est intéressant à regarder. Regardez dans vos pièces, les pièces où vous mettez vos patients Covid, comment ils sont ventilés. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'improviser une pièce de soins dans un endroit à la base qui est un stockage ou quelque chose qui n'a rien à voir, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a des pièces qui sont borgnes, sans fenêtre, sans ventilation réelle, qui ne sont pas dédiées aux soins à la base. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Je montrerai plus tard des courbes de dispersion de gouttelettes. Ça fait peur. Les gouttelettes, ça vole très loin et ça reste très longtemps dans l'air. Pour éviter un petit peu ça, l'aérosolisation du patient, on peut utiliser aussi les techniques alternatives. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé d'aérosol, ce n'est pas un traitement du patient Covid, mais depuis un an, quand on reçoit un patient en détresse respiratoire, on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il a le Covid ou pas. Ça peut être un patient BPCO qui a besoin d'aérosol, ça peut être un patient asthmatique, ou ça peut être tout simplement un patient, on ne sait pas ce qu'il a, mais il paraît très spastique et on a envie de lui faire des nébulisations. On a très tôt essayé, à Grenoble en tout cas, des méthodes alternatives à la nébulisation en champ ouvert, parce qu'on a très vite compris que les gouttelettes se dispersaient loin et vite. Donc on a d'emblée essayé de faire des nébulisations, non pas en nébulisation, mais en utilisant les aérosols doseurs sur des chambres d'inhalation pour adultes. Là, vous en avez un exemple, la chambre Vortex qui est non électrostatique. Ça présuppose que le patient peut être aidant, compliant, pas trop en détresse respiratoire et peut tenir sa chambre Vortex et puis respirer dans le masque. Ce n'est pas forcément évident. L'autre chose qu'on a un peu redécouverte, c'est les systèmes d'inhalation, enfin d'administration de Nebuliza, qui sont utilisés quand on a des médicaments dont on ne veut pas qu'ils soient contaminants dans la pièce, notamment par exemple le pentacarina. Donc je vous ai mis un dispositif, puis je vous en ai mis un là. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos services, mais nous on s'est équipés, on est allé prendre les références des pneumologues, donc c'est assez simple. Il y a une chambre de nébulisation classique, mais qui va circuler que dans un sens, avec des valves anti-retour. Le patient doit être compliant à nouveau, il doit respirer et expirer, inspirer, expirer dans la pipette.
pour que l'expiration se fasse sur un filtre. Alors ça, c'est un filtre fait pour filtrer des particules. Le mieux encore, quand on fait une nébulisation, c'est de remplacer ce filtre par un filtre hydro, les mêmes filtres qu'on met sur les respirateurs, parce qu'il va supporter le fait d'être humide en termes de filtration, et il va être plus efficace en termes aussi de débit d'air. L'autre chose, c'est qu'il faut penser qu'on peut le faire éventuellement sur VNI, un patient très oxygénodépendant, limite en détresse respiratoire. On peut utiliser des T qui se mettent sur le système de ventilation avec un branchement de la cocotte, entre guillemets, qui vient. Et puis, on peut laisser en place, il y a une valve qui empêche d'avoir à démonter les tuyaux à chaque fois qu'on veut faire une nébulisation. Donc ça, c'est des choses que je voulais vous montrer. Puis la dernière, c'est les nébulisateurs à membrane qui n'ont pas besoin de gaz porteur. Donc, ça évite d'avoir à pousser du gaz et à avoir plus de gouttelettes générées au sein du dispositif. Donc, c'est des méthodes alternatives auxquelles il faut éventuellement penser. Il y en a peut-être que vous avez dans vos stocks, que vous avez dans vos hôpitaux, et vous pouvez peut-être essayer de moins diffuser les choses parce qu'on n'a pas tous des services d'urgence avec une pièce par patient, idéalement ventilée, et des patients stables qu'on peut laisser dans ces pièces-là. Des données personnelles, on a fait des tests juste avec le nébuliseur versus l'aérosol doseur de la chambre Vortex. Je vous invite à regarder les pourcentages d'augmentation du taux de gouttelettes détectées par une machine laser à 50 cm du patient. On montait pour les gouttelettes qui nous intéressent à 1 microgramme et à 0,5 microgramme à plus de 10 000 fois le taux de base, et ça mettait au moins 45 minutes à redescendre, alors qu'avec l'aérosol doseur, on était à peine à 200 et ça redescendait très vite. En l'espace de 10 à 15 minutes, on pouvait considérer que la pièce n'était plus contaminée par ce qu'on avait fait comme soin. Et puis la dernière chose, en fait, c'est de passer aux protections actives au lieu d'être sur des protections passives. Et donc, on a inventé au CHU de Grenoble aussi une sorte de bulle mobile qui s'attache aux patients et pas au brancard, donc qui permet de transporter en préhospitalier sans rupture du confinement du patient, dans lequel on peut faire des soins, aérosols, oxygène, optiflow, ventilation invasive ou éventuellement non invasive une fois qu'on l'a fait avant. Et puis, il y a un système d'aspiration sur un filtre HEPA. Et donc, les premiers tests sont très, très concluants. Ici, vous voyez que bulle fermée, on ne change absolument pas la contamination gouttelette de l'environnement. Dès qu'on arrête l'aspiration, ça commence à augmenter. Et évidemment, quand on ouvre la bulle, c'est très important. Si vous avez besoin d'informations sur ce dispositif qui va être normé CE, vous pouvez m'écrire. Voilà. Damien, on va parler de la préoxygénation. Damien, il faut que tu conclues ce que tu as déjà bien dépassé. Alors. Ah oui. Eh ben, allez, je vais vous parler de la préoxygénation rapidement. Évidemment, le haut débit nasal est intéressant dans la préoxygénation de ces patients. Et donc, le mieux, c'est d'utiliser le haut débit nasal couplé à l'intubation en séquence retardée. C'est quelque chose qui a été popularisé par Scott Weingard il y a quelques années, en 2015. L'idée, c'est de faire d'abord une sédation progressive, titrée, notamment à la kétamine, pour réussir à ventiler correctement notre patient, notamment avec du haut débit nasal et de la VNI, pour enfin l'intuber, donc faire la curarisation une fois qu'il est correctement oxygéné, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'intuber un patient en grande détresse respiratoire. Les études sont très intéressantes, avec des bons taux d'oxygénation sur des patients qui pourtant étaient très bas en oxygénation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long du coup, et on pourra parler de ça dans les questions si vous avez besoin. Merci de votre visio-attention.